Faisons un test rapide. Si demain vos revenus chutaient ne serait-ce que d'un tiers, au bout de combien de semaines votre vie tournerait-elle au cauchemar à cause des appels des banques et des impayés? Il est terrifiant de réaliser que votre stabilité n'est qu'un fragile château de cartes et que les dettes vous privent du droit à l'erreur, du choix de votre travail ou même d'un simple moment de repos. Alors que la majorité des gens préfèrent ne pas y penser en espérant un miracle, d'autres mettent en place des astuces qui créent un véritable bouclier contre l'esclavage du crédit. Dans ce livre audio, vous découvrirez comment vous sortir sans douleur de l'engrenage de la dette, reprogrammer votre relation avec l'argent et vous bâtir un capital solide en partant de zéro. Écoutez bien jusqu'au bout pour réécrire enfin votre scénario financier. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles livres audio. Et maintenant, nous commençons. Partie 5. Dette et crédit. Hack 120 et 1. Dressez la liste complète de toutes vos dettes en un seul endroit. Prenez une feuille ou ouvrez un document et notez chaque dette existante sans exception. Le créancier, le capital restant dû au centime près, le taux d'intérêt annuel, la mensualité actuelle et le nombre de mois restants. Crédit à la consommation, prêt immobilier, découvert bancaire, dettes informelles envers des proches, solde de carte, crédit renouvelable. Tout. Beaucoup de personnes évitent cet exercice parce qu'elles redoutent ce qu'elles vont y trouver. Pourtant, une dette qu'on ne regarde pas continue de générer des intérêts, de peser sur le budget et d'alimenter une anxiété diffuse sans jamais être traitée efficacement. L'évitement ne réduit pas la dette, il réduit seulement la capacité à agir sur elle. Voir l'ensemble de ces dettes rassemblées sur une page est souvent à la fois plus difficile et moins terrible qu'on ne l'imaginait. Plus difficile parce que le total global est généralement plus élevé qu'estimé quand on les considère une par une. Moins terrible parce qu'elles ont désormais des contours précis et qu'un chiffre précis peut faire l'objet d'un plan. Cette liste est le point de départ absolu de tout désendettement sérieux. On ne peut pas rembourser efficacement ce qu'on n'a pas encore accepté de regarder en face. Hack 122. Calculez le total des intérêts que vous payez chaque mois sur l'ensemble de vos dettes. Pour chaque dette de votre liste, calculez la part d'intérêt dans votre mensualité actuelle. Additionnez ensuite ces montants pour obtenir le total des intérêts que vous versez chaque mois à vos créanciers, de l'argent qui quitte définitivement votre patrimoine sans rien vous apporter en retour. Ce chiffre a un effet de sobriété que peu d'autres calculs produisent avec la même efficacité. 200 € d'intérêt mensuel représentent 2 400 € par an qui n'achètent rien, ne financent aucun projet, ne constituent aucune épargne. Ils rémunèrent simplement la décision passée d'emprunter. La plupart des emprunteurs connaissent leur mensualité, mais ignorent quelle part correspond au remboursement du capital et quelle part aux intérêts. Cette confusion entretient une perception inexacte du coût réel du crédit. Voir les intérêts isolés, exprimés en euros mensuels concrets, change profondément la façon dont on perçoit ses dettes. Ce montant mensuel d'intérêt est aussi votre potentiel de libération. Chaque dette soldée réduit ce total et libère une somme que vous pourrez réorienter vers votre épargne ou vos projets. Calculez-le une fois, retenez-le et laissez-le vous motiver. Hack 123. Classez vos dettes du taux le plus élevé au plus faible pour identifier où agir en priorité. Reprenez votre liste de dettes et réorganisez-la dans l'ordre décroissant des taux d'intérêt annuels. Placez en tête la dette qui vous coûte le plus cher proportionnellement, indépendamment de son montant total ou de sa mensualité. Cette hiérarchie est fondamentale parce que toutes les dettes ne se ressemblent pas sur le plan du coût réel. Un crédit renouvelable à 18 ou 20% annuel vous appauvrit à un rythme radicalement différent d'un prêt immobilier à 2 ou 3%. Les traiter de façon identique dans votre stratégie de remboursement serait une erreur coûteuse. Chaque euro supplémentaire remboursé sur la dette en tête de liste produit un effet maximal sur la réduction de vos intérêts totaux. C'est là que votre effort de remboursement a le meilleur rendement mathématique. Rembourser en priorité la dette la moins chère parce que son solde est le plus faible peut sembler satisfaisant psychologiquement,
mais c'est financièrement sous-optimal si un crédit à taux élevé continue de courir en parallèle. Cette liste classée par taux est votre boussole de désendettement. Elle vous dit où concentrer votre énergie pour minimiser le coût total de vos dettes sur la durée. Hack 124. Testez la méthode avalanche. Minimum sur toutes les dettes, surplus sur la plus chère. Mettez en place la stratégie suivante pendant 3 mois. Payez rigoureusement le minimum requis sur toutes vos dettes, sauf une, la plus coûteuse en termes de taux d'intérêt, sur laquelle vous concentrez tout l'argent supplémentaire que vous pouvez dégager chaque mois. La méthode avalanche est mathématiquement la stratégie de désendettement la moins coûteuse sur la durée. En attaquant d'abord la dette dont le taux est le plus élevé, vous réduisez le plus rapidement possible la base sur laquelle les intérêts les plus chers sont calculés. Chaque euro remboursé sur cette dette vous économise davantage en intérêts futurs que le même euro remboursé sur n'importe quelle autre dette de votre liste. Sur un horizon de 2 à 5 ans, cette stratégie peut représenter une économie d'intérêt de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros par rapport à un remboursement non stratégique. Elle demande une certaine patience, particulièrement si la dette la plus chère est aussi la plus importante en volume et que les premiers mois de remboursement accéléré ne produisent pas de victoire visible. Si cette lenteur des résultats perceptibles vous décourage, la méthode boule de neige décrite dans le hack suivant peut être mieux adaptée à votre profil psychologique. Hack 125. Testez la méthode boule de neige. Commencez par le plus petit solde pour gagner en élan. Essayez l'approche inverse de l'avalanche pendant 3 mois. Concentrez tout votre surplus de remboursement sur la dette au solde le plus faible, quel que soit son taux, tout en maintenant les paiements minimums sur les autres. Soldez cette première dette, puis basculez intégralement son ancienne mensualité vers la suivante sur la liste. La méthode boule de neige sacrifie une partie de l'optimisation mathématique au profit d'un avantage psychologique réel et documenté. Solder rapidement une première dette, même modeste, produit un sentiment de victoire concret qui renforce la motivation à continuer sur les suivantes. Ce mécanisme de renforcement positif est particulièrement précieux dans les plans de désendettement qui s'étalent sur plusieurs années. La motivation ne se maintient pas naturellement sur de si longues durées. Les victoires intermédiaires rapides que la méthode boule de neige génère délibérément compensent partiellement l'absence de résultats spectaculaires à court terme. Des recherches en finance comportementale suggèrent que les personnes qui suivent la méthode boule de neige ont un taux de complétion de leur plan de désendettement supérieur à celles qui suivent la méthode avalanche, précisément parce qu'elles abandonnent moins souvent en cours de route. Hack 126. Appelez votre banque pour vous renseigner sur le refinancement de vos crédits. Prenez rendez-vous ou appelez directement votre banque et demandez explicitement si un refinancement de vos crédits en cours à un taux inférieur est possible. Préparez votre dossier. Montant restant, taux actuels, ancienneté des crédits, évolution de votre situation depuis la souscription. Beaucoup d'emprunteurs ignorent que les conditions d'un crédit existant peuvent être renégociées, particulièrement si votre situation professionnelle s'est améliorée, si les taux du marché ont baissé depuis votre souscription ou si vous avez maintenu un historique de remboursement parfait. Les établissements prêteurs préfèrent renégocier des conditions avec un bon client plutôt que de le voir partir chez un concurrent. La démarche ne garantit pas un résultat positif. Mais le pire scénario est un refus qui vous laisse exactement dans votre situation actuelle sans aucun coût. Le meilleur scénario est une réduction de taux qui peut représenter plusieurs centaines d'euros d'économie sur la durée restante du crédit. Si votre banque refuse, comparez les offres de refinancement chez d'autres établissements. La concurrence dans ce secteur est réelle et menacer crédiblement de transférer un crédit peut parfois débloquer une proposition qui n'existait pas initialement. Hack 127. Ne prenez jamais un nouveau crédit pour rembourser un ancien, sauf refinancement à taux réellement inférieur. Établissez cette règle personnelle absolue. Jamais de nouveau crédit pour couvrir un crédit existant, sauf dans le cas précis d'un refinancement dont vous avez vérifié par le calcul qu'il réduit réellement le coût total de votre dette, pas seulement la mensualité. La distinction entre ces deux situations est essentielle. Un refinancement authentique réduit le taux d'intérêt et potentiellement la durée, diminuant le montant total que vous rembourserez.
Un nouveau crédit contracté pour payer un ancien, sans amélioration des conditions, ne résout rien. Il déplace le problème, souvent en l'aggravant si le nouveau taux est supérieur ou si la durée est allongée. Cette confusion est entretenue par la façon dont certains produits financiers sont commercialisés. Un regroupement de crédits qui réduit votre mensualité en allongeant la durée peut sembler une bonne solution alors qu'il augmente le coût total de votre endettement. La question à poser est toujours la même. Est-ce que le montant total que je rembourserai diminue? Pas la mensualité, pas le confort immédiat, mais le total. Si la réponse est non, la solution proposée n'est pas une solution. Hack 128. Calculez le coût total d'un crédit avant de le contracter, pas seulement la mensualité. Avant de signer tout nouveau crédit, effectuez ce calcul simple. Mensualité multipliée par nombre de mois, moins le capital emprunté. Le résultat est le montant des intérêts que vous paierez sur la durée totale du crédit. Ce chiffre est le vrai prix de votre emprunt. Les établissements de crédit communiquent quasi exclusivement sur la mensualité parce que c'est le chiffre qui minimise la perception du coût. Une mensualité de 80 € par mois semble accessible. 80 € sur 60 mois représente 4 800 € remboursés pour un capital qui n'était peut-être que de 4 000, soit 800 € d'intérêt. Ce calcul transforme un taux annoncé en une somme concrète et compréhensible. Il rend visible ce que votre impatience vous coûte réellement. Combien vous payez en plus pour avoir l'objet ou le service aujourd'hui plutôt que dans quelques mois après avoir épargné. Parfois, ce coût est justifié. Une dépense nécessaire et urgente peut mériter un crédit raisonnable. Mais la décision doit être prise avec une connaissance claire du prix total, pas seulement de la commodité de la mensualité. Hack 129. Définissez votre règle personnelle sur les achats à crédit. Formulez et notez votre propre règle concernant ce que vous refusez d'acheter à crédit, quelles que soient les conditions proposées. Une règle souvent pertinente. Pas de crédit pour ce qui perd de la valeur immédiatement. Vêtements, électronique grand public, repas, loisirs, vacances. Cette règle personnelle n'est pas un jugement moral. C'est une protection pratique contre un mécanisme qui transforme des achats de confort en coûts financiers durables. Un téléphone acheté à crédit à 18% peut vous coûter 150 € de plus que son prix facial, tout en perdant la moitié de sa valeur marchande dans les 12 mois. La formuler à l'avance est ce qui lui donne son utilité. Une règle décidée dans la clarté, avant d'être confrontée à une offre commerciale attrayante ou à une envie forte, résiste mieux qu'une intention vague évaluée dans l'instant de la tentation. Votre règle peut inclure des exceptions raisonnables. Un équipement professionnel qui génère du revenu, un bien qui s'apprécie dans le temps, une nécessité urgente sans alternative. Vous définissez vos propres critères. Ce qui compte est que ces critères existent explicitement avant que vous en ayez besoin, pas après. Hack 130. Utilisez les cartes à paiement différé uniquement si vous êtes certain de solder dans les délais. Si vous utilisez une carte avec période de grâce ou paiement différé sans intérêt, établissez une règle ferme. Vous ne l'utilisez que pour des dépenses déjà prévues dans votre budget du mois, dont vous avez la certitude de pouvoir rembourser l'intégralité avant la fin de la période sans intérêt. La carte à paiement différé est un outil neutre dont la valeur financière dépend entièrement de votre discipline à la soldaire dans les délais. Utilisée correctement, elle offre une commodité de trésorerie sans coût. Utilisée au-delà de votre capacité de remboursement immédiat, elle se transforme en crédit à taux élevé, souvent parmi les plus chers du marché. Le piège spécifique de ces cartes est la facilité avec laquelle on se convainc qu'on soldera le mois prochain ce qu'on ne peut pas solder ce mois-ci. Ce report s'accumule, les intérêts s'ajoutent, et ce qui semblait être une commodité devient une dette coûteuse construite achat par achat, sans jamais qu'une décision explicite d'emprunter n'ait été prise. La règle de n'utiliser la carte différée que pour des dépenses déjà budgétées vous protège de ce glissement progressif. Hack 131. Avant de prêter de l'argent à un proche, demandez-vous si vous êtes prêt à ne jamais le revoir. Avant de répondre à toute demande de prêt d'un proche, posez-vous cette question directe.
Si cette somme ne m'était jamais remboursée, est-ce que ma situation financière et ma relation avec cette personne pourraient le supporter? Si la réponse est non, ne prêtez pas. Cette question n'est pas du cynisme. C'est du réalisme basé sur une réalité documentée. Les prêts entre proches sont remboursés de façon incomplète ou tardive dans une proportion significative des cas, et ils sont parmi les sources les plus fréquentes de tensions durables dans les relations familiales et amicales. Le prêt à un proche mêle deux dimensions qui se renforcent mutuellement négativement. La pression affective qui rend le refus difficile et l'ambiguïté du statut de l'argent prêté, qui n'est ni un don ni un vrai crédit avec les protections qui l'accompagnent. Si vous décidez de prêter malgré ce risque, faites-le en ayant accepté mentalement la possibilité de ne pas être remboursé. Cela vous protège d'une amertume future et de décisions irrationnelles si le remboursement tarde. Et si vous n'êtes pas prêt à ce scénario, un non bienveillant maintenant vaut mieux qu'une relation abîmée plus tard. Hack 132. Redirigez immédiatement la mensualité libérée vers la prochaine dette quand vous en soldez une. Dès qu'une dette est entièrement remboursée, redirigez sans délai la mensualité qu'elle représentait vers le remboursement accéléré de la prochaine dette sur votre liste. Ne laissez pas cet argent s'intégrer dans votre budget de dépenses courantes. Ce mécanisme de redirection immédiate est le moteur principal de tout plan de désendettement accéléré. Chaque dette soldée libère une mensualité qui, réinjectée sur la suivante, augmente le remboursement mensuel de celle-ci et réduit sa durée de vie. L'effet s'amplifie à chaque dette soldée. La boule de neige grossit à chaque tour. La décision doit être prise avant que la mensualité soit libérée, idéalement en même temps que vous construisez votre plan de désendettement global. Si vous attendez d'avoir l'argent disponible pour décider quoi en faire, la tentation de l'absorber dans une légère amélioration du niveau de vie sera forte et souvent irrésistible. Une redirection automatique configurée de la clôture de la dette élimine ce risque. L'argent part vers sa nouvelle destination avant même que vous ayez eu le temps de vous y habituer. Hack 133. Regardez le solde restant de chaque dette une fois par mois et notez sa diminution. Une fois par mois, consultez le capital restant dû sur chacune de vos dettes et notez ces montants dans votre tableau de suivi. Comparez avec le mois précédent et calculez la réduction obtenue. Cette observation mensuelle transforme un processus long et parfois décourageant en progression visible et mesurable. Le désendettement est l'un des objectifs financiers dont les résultats sont les moins perceptibles au quotidien. Les soldes diminuent lentement et sans observation régulière, on a l'impression de courir sur place pendant des mois. Cette impression est fausse mais suffisamment réelle psychologiquement pour générer du découragement et des abandons prématurés. Voir les chiffres baisser, même lentement, même de quelques dizaines d'euros, fournit la preuve concrète que le plan fonctionne. Cette preuve régulière est l'un des carburants les plus fiables pour maintenir l'effort sur des plans qui s'étendent sur des années. Notez ces montants dans un tableau simple. Après 6 mois de données, vous verrez la trajectoire globale de votre désendettement, ce qui peut être à la fois sobre et profondément motivant. Hack 134. Connaissez vos chiffres de dette avec précision sans arrondi complaisant. Regardez vos relevés de crédit et notez vos soldes exacts, au centime près, sans les arrondir à la baisse pour les rendre plus supportables psychologiquement. Si vous devez 1 237 € et quelques centimes, c'est ce chiffre précis que vous notez, pas 1 200. Cette précision peut sembler anecdotique. Elle ne l'est pas. L'arrondissement systématique à la baisse est une forme d'adoucissement cognitif qui maintient une perception légèrement plus favorable de la réalité. Sur l'ensemble d'une liste de dettes, ces adoucissements peuvent représenter une sous-estimation de plusieurs centaines d'euros. Plus fondamentalement, les chiffres arrondis créent une distance entre vous et la réalité de votre dette. Vous gérez une approximation plutôt que la vérité. Et on ne peut pas gérer efficacement ce qu'on ne regarde pas en face avec toute sa précision. La lucidité financière commence par l'exactitude des chiffres. Un solde précis et un problème précis. Un problème précis peut faire l'objet d'un plan précis. Un problème flou reste un problème flou, difficile à attaquer et facile à sous-estimer. Hack 135. Vérifiez si vous avez des dettes oubliées ou ignorées.
consacrez 1 heure à chercher activement des dettes que vous pourriez avoir oubliées ou volontairement mises de côté. Anciens abonnements résiliés mais peut-être pas soldés, amendes impayées, arriérés de charges de copropriété, factures médicales non remboursées et non réglées, petites dettes informelles envers des proches que vous avez cessé de fréquenter. Les dettes oubliées ont une caractéristique particulièrement coûteuse. Elles continuent de générer des pénalités, des intérêts de retard ou des frais de relance pendant toute la période d'oubli. Une petite dette ignorée peut doubler ou tripler avant d'être rappelée à votre attention, souvent dans un contexte d'urgence ou de contrainte. Certaines dettes oubliées peuvent également figurer dans des fichiers d'incidents de paiement et dégrader votre profil emprunteur sans que vous le sachiez, affectant les conditions qui vous seront proposées lors d'un futur crédit. La vérification proactive permet de traiter ces situations à votre initiative plutôt qu'en réaction à une relance. La plupart des créanciers sont plus disposés à trouver un arrangement avec quelqu'un qui se manifeste spontanément qu'avec quelqu'un qu'ils ont dû relancer. AC 136. Agissez immédiatement si vos mensualités de crédit dépassent 30% de votre revenu net. Calculez votre taux d'endettement actuel en divisant la somme de toutes vos mensualités de crédit par votre revenu net mensuel. Si ce ratio dépasse 30%, traitez ce signal comme une priorité financière immédiate, pas comme une information à intégrer à votre prochain bilan trimestriel. Un taux d'endettement supérieur à 30% signifie que plus du tiers de chaque euro que vous gagnez est déjà engagé avant que vous preniez la moindre décision. Votre marge de manœuvre pour faire face aux imprévus, épargner ou saisir des opportunités est structurellement réduite. La moindre perturbation de revenus ou la moindre dépense imprévue importante crée immédiatement une tension. Les actions disponibles face à ce signal sont plusieurs. Renégocier les conditions d'un crédit, accélérer le remboursement d'une dette coûteuse pour libérer une mensualité, chercher à augmenter vos revenus ou réduire vos charges fixes pour améliorer la base de calcul. Ce qui n'est pas une réponse appropriée, ignorez le signal en espérant que la situation s'améliore d'elle-même. Un taux d'endettement élevé est rarement un problème temporaire qui se résout sans action délibérée. AC 137. Simulez 3 mois de vie avec un budget incluant une hypothétique mensualité d'emprunt immobilier avant de signer. Si vous envisagez un prêt immobilier, menez cette expérience pendant 3 mois avant de prendre votre décision. Retirez chaque mois de votre compte courant le montant de la mensualité envisagée et placez-le sur un compte bloqué. Vivez avec ce qui reste. Cette simulation remplace les projections théoriques par une expérience réelle de ce que votre vie financière ressemblera avec ce crédit. Elle révèle des réalités que les calculs ne montrent pas. Est-ce que votre budget tient confortablement ou arrive-t-il en zone de tension en milieu de mois? Est-ce que vous maintenez une épargne suffisante pour les imprévus? Est-ce que la contrainte génère du stress ou reste gérable? 3 mois donnent suffisamment de données pour dépasser l'effet du premier mois, toujours faussé par l'enthousiasme ou l'attention particulière qu'on porte à une expérience nouvelle. Le 3e mois reflète mieux la réalité de ce que sera votre vie quotidienne avec cette charge pendant 20 ou 25 ans. Si la simulation est confortable, vous signez avec la certitude que votre mode de vie peut absorber cet engagement. Si elle révèle une tension réelle, vous avez évité une erreur potentiellement très coûteuse. AC 138. Ne dépensez pas l'argent emprunté pour des postes absents de votre budget. Établissez une règle ferme. Tout achat financé par un crédit doit correspondre à une ligne existante de votre budget, pas à une dépense que vous ne vous permettiez pas avant de disposer du crédit. Le crédit ne crée pas de revenus. Il avance de l'argent de votre futur en le rendant disponible aujourd'hui à un coût. Cette règle protège contre l'un des mécanismes les plus courants de l'endettement problématique, l'utilisation du crédit pour financer un niveau de vie que vos revenus actuels ne supportent pas. Chaque achat ainsi financé crée une obligation future tout en maintenant l'illusion d'un niveau de vie supérieur à vos moyens réels. Le crédit peut être un outil utile et légitime pour des achats importants et planifiés, un logement, un véhicule nécessaire à votre activité, un équipement professionnel. Son utilité est maximale quand il finance quelque chose qui existait déjà dans vos plans et votre budget, en avançant simplement la date de réalisation.
Son danger est maximal quand il finance des désirs que votre budget n'aurait jamais permis autrement, créant une dissonance entre votre niveau de vie apparent et votre capacité financière réelle. Hack 139. Configurez des paiements automatiques pour tous vos crédits sans exception. Mettez en place un prélèvement automatique ou un virement automatique pour chacune de vos mensualités de crédit à une date fixe et suffisamment après votre versement de salaire pour que le compte soit toujours approvisionné. Un retard de paiement dû à un simple oubli coûte beaucoup plus qu'il n'y paraît. Les pénalités de retard s'ajoutent immédiatement. Des frais de relance sont facturés. Dans certains cas, un incident de paiement peut être inscrit dans votre historique de crédit, dégradant votre profil emprunteur pour des années. Tout cela pour avoir oublié de faire un virement. L'automatisation élimine complètement ce risque. Vos créanciers sont payés à date fixe, votre historique de remboursement reste irréprochable et votre attention mentale n'est pas mobilisée chaque mois pour vérifier que vous n'avez rien oublié. Vérifiez une fois par trimestre que les montants des prélèvements automatiques correspondent toujours aux conditions actuelles de vos crédits, particulièrement si vous avez effectué des remboursements anticipés partiels ou renégocié des conditions entre-temps. Hack 140. Consultez votre historique de crédit au moins une fois par an. Demandez une fois par an votre rapport de crédit auprès des organismes compétents dans votre pays. En France, contrairement aux pays anglo-saxons, il n'existe pas de score de crédit individuel consultable. Vous pouvez en revanche vérifier si vous figurez dans le FICP ou le FCC auprès de la Banque de France. Ces fichiers ne recensent que les incidents de paiement, pas un historique global. Votre historique de crédit influence directement les conditions qui vous sont proposées lors de tout emprunt. Taux d'intérêt, montant accordé, durée autorisée. Une erreur dans ce fichier peut vous coûter des milliers d'euros sur la durée d'un crédit, simplement parce qu'une information incorrecte dégrade votre profil. Ces erreurs existent et sont plus fréquentes qu'on ne le pense. Un incident de paiement qui n'aurait pas dû être inscrit, une dette soldée qui figure encore comme en cours, une identité partiellement confondue avec une autre. Chacune de ces situations peut avoir des conséquences financières réelles si elle n'est pas corrigée. La démarche de consultation est gratuite et simple. Son utilité potentielle est significative. Ne la reportez qu'à la veille d'un projet d'emprunt important, quand il est peut-être trop tard pour corriger les erreurs dans des délais utiles, et l'erreur la plus fréquente dans ce domaine. Hack 141. Contactez votre banque vous-même en premier si vous ne pouvez pas honorer un paiement. Si vous anticipez l'impossibilité de payer une mensualité de crédit, appelez votre banque ou votre créancier avant l'échéance, de votre propre initiative, sans attendre leur relance. Expliquez votre situation, demandez les options disponibles. Report d'échéance, modulation de mensualité, pause de remboursement. Cette démarche proactive change fondamentalement la dynamique de la situation. Un client qui se manifeste spontanément est traité différemment d'un débiteur en défaut qu'on doit relancer. Les établissements financiers ont généralement plus de flexibilité pour les premiers que pour les seconds, parce que la démarche spontanée signale une bonne foi et une intention de régler la situation. Attendre les relances aggrave toujours la situation. Des frais s'accumulent, des procédures s'enclenchent et votre marge de négociation diminue à mesure que le retard s'allonge. Ce qui aurait pu être réglé par un appel téléphonique en semaine, peut devenir un contentieux en semaine 4. Prendre le téléphone dans un moment difficile demande un effort psychologique réel. Mais cet appel, quelle qu'en soit l'issue, est presque toujours moins difficile que les conséquences de ne pas l'avoir passé. Hack 142. Calculez et notez dans votre agenda la date de solde de chaque dette. Pour chaque dette, calculez la date à laquelle elle sera entièrement remboursée au rythme actuel de vos paiements. Notez cette date dans votre agenda avec une mention explicite, puis recalculez-la chaque fois que vous effectuez un remboursement supplémentaire pour observer l'effet de cet effort sur le délai. Une date concrète transforme un objectif vague en échéance planifiée. Le cerveau traite différemment une dette qui sera soldée dans 18 mois précisément et une dette qui sera soldée un jour. La première crée une tension productive et une progression mesurable. La seconde reste dans la catégorie des problèmes ouverts dont on s'occupe quand on peut.
Chaque remboursement supplémentaire que vous effectuez raccourcit cette date. Voir concrètement que 100 € supplémentaires ce mois-ci avance votre date de solde de 3 semaines et une forme de rétroaction immédiate qui rend l'effort palpable et motivant. La série de dates de solde de l'ensemble de vos dettes vous donne une vision chronologique de votre désendettement, une carte du chemin parcouru et du chemin restant qui peut être à la fois sobre et libératrice. Hack 143. Ne prenez un crédit que pour ce qui conserve ou crée de la valeur. Formulez et appliquez ce principe pour tout futur emprunt. Vous n'empruntez que pour financer quelque chose qui conserve sa valeur dans le temps ou qui en génère une supérieure au coût du crédit. Logement, formation professionnelle, équipement productif. Tout le reste attend que vous ayez épargné. Ce principe ne vous interdit pas de vous faire plaisir. Il vous interdit de payer des intérêts pour le faire. Un voyage, un dîner, un vêtement de qualité. Ces dépenses sont légitimes et agréables. Elles le sont encore plus quand elles sont financées par de l'argent que vous avez gagné et mis de côté, sans l'ombre d'une dette qui continue de les renchérir longtemps après que le plaisir s'est dissipé. L'objet qui perd immédiatement de la valeur et qu'on paie avec intérêt est doublement perdant, sa valeur diminue pendant que son coût réel augmente. C'est une équation qui appauvrit mécaniquement, quelle que soit la mensualité affichée. Appliquer ce principe systématiquement finit par modifier votre rapport au crédit. Il cesse d'être un outil de consommation courante pour redevenir ce qu'il est au mieux, un levier d'investissement ou d'accession à un patrimoine durable. Hack 144. Distinguez clairement le montant disponible sur votre crédit de votre argent réel. Ancrez cette distinction fondamentale dans votre comportement financier quotidien. Le solde disponible sur une ligne de crédit ou une carte n'est pas votre argent. C'est de l'argent qu'on vous permet d'emprunter à un coût et que vous devrez rembourser avec intérêt. Cette confusion entre disponible et disponible à moi est l'une des origines les plus fréquentes du surendettement progressif. Quand votre carte affiche 2000 € de crédit disponible, votre cerveau peut interpréter cela comme 2000 € à dépenser. Ce n'est pas 2000 €, c'est 2000 € de dette potentielle à un taux souvent élevé. Les organismes de crédit ont intérêt à ce que vous fassiez cette confusion. Les interfaces sont conçues pour présenter les disponibilités de crédit de façon similaire aux disponibilités réelles. La similitude visuelle entretient la confusion cognitive. Créer une règle mentale claire, jamais le crédit disponible dans mon calcul de ce que je peux dépenser, et une protection cognitive simple contre ce mécanisme. Votre argent disponible est uniquement ce qui se trouve sur vos comptes courants et d'épargne personnelle. Hack 145. Identifiez et annulez les prélèvements automatiques sur votre carte de crédit que vous ne suivez pas. Passez en revue tous les prélèvements automatiques enregistrés sur vos cartes de crédit et identifiez ceux que vous ne suivez pas activement. Abonnements anciens, services essayés et oubliés, renouvellements automatiques que vous n'avez pas choisis explicitement. Annulez aujourd'hui ceux que vous ne souhaitez pas conserver. Les prélèvements automatiques sur carte de crédit ont une propriété particulièrement problématique. Ils consomment votre limite de crédit silencieusement, peuvent déclencher des intérêts si votre solde n'est pas soldé en fin de mois et s'accumulent sans aucun acte d'achat conscient de votre part. Un service à 10 € par mois inutilisé représente 120 € par an. Multiplié par 3 ou 4 services oubliés, on atteint rapidement plusieurs centaines d'euros annuels qui financent des services dont vous ne tirez aucune valeur. L'annulation de ces prélèvements est souvent plus compliquée que leur souscription, délibérément. Prévoyez du temps, gardez les confirmations d'annulation par écrit et vérifiez le mois suivant que le prélèvement n'a effectivement plus eu lieu. Hack 146. Une fois libéré de toutes vos dettes, dirigez ces mensualités vers l'épargne avant d'augmenter vos dépenses. Le jour où votre dernière dette est soldée, configurez immédiatement le virement de l'équivalent de toutes vos anciennes mensualités, combinées vers votre épargne ou vos investissements. Ne laissez pas cette somme s'intégrer progressivement dans vos dépenses courantes. La tentation sera forte de profiter de cet espace budgétaire nouvellement libéré pour améliorer votre niveau de vie. Cette amélioration est légitime et méritée,
mais elle devrait être une décision consciente et mesurée, pas une expansion automatique et non planifiée. Si vos mensualités de crédit représentaient 500 € par mois, affectez même la moitié de cette somme à votre épargne ou à des investissements dès leur libération représente un changement de trajectoire financière considérable. Sur 10 ans, ces 300 € mensuels supplémentaires investis peuvent constituer un capital significatif. Le moment de la libération des dettes est l'un des moments charnières de la vie financière, celui où les comportements installés pendant la période de désendettement peuvent soit se convertir en richesse construite, soit se dissoudre dans une expansion du niveau de vie. La décision prise dans les premières semaines détermine souvent laquelle des deux trajectoires s'installe. Hack 147. Rédigez vos règles personnelles du crédit. Prenez le temps d'écrire vos règles personnelles en matière d'emprunt. Les conditions dans lesquelles vous êtes prêt à contracter un crédit, les situations dans lesquelles vous vous l'interdisez, le taux maximum que vous acceptez, la durée maximale que vous vous autorisez, le ratio d'endettement au-delà duquel vous refusez tout nouvel emprunt. Ces règles, rédigées dans la clarté d'un moment sans pression commerciale ou émotionnelle, constituent un cadre de décision que vous pourrez appliquer quand vous serez confronté à une proposition de crédit attractive ou à un désir fort. Elle remplace une évaluation cas par cas, toujours biaisée par le contexte, par des principes établis dans la lucidité. Vos règles peuvent évoluer avec votre situation et votre expérience. Une règle absolue qui n'a pas de sens dans votre réalité sera abandonnée. Une règle adaptée à votre vie réelle sera tenue. Relisez ces règles une fois par an et ajustez-les si votre situation l'exige. Mais ne les modifiez jamais dans l'urgence d'une décision d'achat ou sous la pression d'un commercial. Le bon moment pour réviser ces règles financières est toujours un moment calme, pas un moment de tentation. Hack 148. Consultez un conseiller financier si vous sentez que vos dettes échappent à votre contrôle. Si vous avez le sentiment que vos dettes dépassent votre capacité à les gérer seul, que les solutions décrites dans ce livre ne suffisent pas à votre situation, ou que l'anxiété liée à vos dettes affecte votre qualité de vie de façon significative, cherchez l'aide d'un professionnel. Cette démarche n'est pas un aveu d'échec. Elle est une décision rationnelle de recourir à une expertise spécialisée pour un problème qui dépasse le champ de l'auto-formation. Un médecin consulte un cardiologue pour les problèmes cardiaques complexes. Consulter un conseiller financier pour une situation de dette complexe suit la même logique. En France, des associations comme les Points Conseil Budget offrent un accompagnement gratuit ou à faible coût pour les personnes en difficulté financière. Ces services sont confidentiels et proposent un regard extérieur professionnel sur votre situation, sans jugement. Un bon conseiller financier ne vous dira pas ce que vous voulez entendre. Il vous dira ce qui est réaliste et viable. Cette honnêteté, parfois difficile à recevoir, est précisément ce qui manque quand on gère seul une situation qui s'est dégradée progressivement. Hack 149. Calculez combien de mois vous gagneriez en remboursant 10% de plus que le minimum. Prenez votre dette prioritaire et calculez, à l'aide d'un simulateur de crédit en ligne, combien de mois de remboursement vous économiseriez en augmentant votre mensualité actuelle de seulement 10%. Notez également le montant total d'intérêt économisé sur la durée restante. Ce calcul produit presque toujours une surprise. Une augmentation de 10% de la mensualité réduit souvent la durée de remboursement de bien plus de 10%, parce que chaque euro supplémentaire remboursé sur le capital réduit la base sur laquelle les intérêts futurs sont calculés. L'effet est non linéaire et s'amplifie avec le temps. Sur un crédit à taux élevé avec plusieurs années restantes, cette augmentation modeste peut représenter une économie de plusieurs centaines d'euros d'intérêt et une libération de la dette plusieurs mois plus tôt. Ces résultats concrets rendent l'effort immédiatement justifiable. Si votre budget ne permet pas 10% de plus chaque mois, évaluez la faisabilité d'un remboursement supplémentaire ponctuel 2 ou 3 fois dans l'année. L'effet sur la durée totale est souvent significatif même, avec des contributions irrégulières. Hack 150. Décrivez par écrit votre vie financière sans aucune des dettes actuelles. Prenez 10 minutes pour écrire concrètement comment votre vie financière mensuelle serait différente
si toutes vos dettes actuelles étaient soldées. Calculez le montant total de vos mensualités actuelles et décrivez précisément ce que vous feriez avec cet argent libéré. Épargne, investissement, amélioration de votre quotidien, projet différé. Au-delà des chiffres, écrivez ce qui changerait dans vos sensations et vos décisions. Les matins sans cette pensée de fond sur les remboursements à venir, les décisions professionnelles que vous pourriez prendre sans la contrainte d'avoir absolument besoin de votre revenu actuel, les opportunités que vous pourriez saisir parce que votre budget aurait de l'espace. Ce texte est votre raison profonde de maintenir votre plan de désendettement dans les moments difficiles, quand la progression semble lente et la tentation de suspendre l'effort est forte. Il transforme un objectif financier abstrait en une image concrète d'une vie différente que vous construisez délibérément. Relisez-le régulièrement. Ajoutez-y des détails à mesure que votre vision de cette vie sans dette se précise. Laissez-le rester vivant et personnel, le reflet de ce que vous voulez vraiment, pas de ce qu'on vous dit de vouloir. Au fait, il serait intéressant de connaître votre avis. Êtes-vous d'accord avec l'opinion de l'auteur? Si vous êtes d'accord avec cette idée, écrivez dans les commentaires le mot « d'accord ». Partie 6. Dépenses intelligentes et économie. Hack 151. Faites votre liste de courses avant d'entrer dans le magasin et tenez-vous-y. Avant tout passage en caisse, qu'il soit physique ou en ligne, rédigez une liste précise des articles dont vous avez besoin en vous basant sur l'état réel de vos stocks et votre menu de la semaine. Entrez dans le magasin avec cette liste et achetez uniquement ce qui y figure. Les études sur le comportement d'achat montrent de façon répétée que les courses sans liste coûtent en moyenne 20 à 35% plus cher que les courses planifiées. Cette différence n'est pas due à de mauvaises intentions. Elle est due à l'environnement des grandes surfaces, conçues dans ses moindres détails pour maximiser les achats non planifiés. Disposition des rayons, tête de gondole, promotion visuelle, odeur, musique. Chaque élément travaille à vous éloigner de ce que vous étiez venu chercher. Une liste précise est votre bouclier dans cet environnement. Elle réduit le temps passé en rayon, ce qui réduit mécaniquement l'exposition aux sollicitations. Elle transforme chaque décision d'achat en une vérification plutôt qu'en une évaluation émotionnelle. Les promotions sur des articles absents de votre liste ne sont jamais des économies. Elles sont des dépenses supplémentaires déguisées en avantages. Acheter quelque chose qu'on n'avait pas prévu parce que c'est en promotion revient à dépenser de l'argent qu'on n'avait pas décidé de dépenser. Hack 152. Trouvez chaque semaine un substitut moins cher à un produit habituel sans perte de qualité perçue. Choisissez cette semaine un seul produit que vous achetez régulièrement et cherchez une alternative moins coûteuse qui remplit la même fonction avec une qualité comparable. Marque distributeur au lieu de marque nationale, format différent, enseigne concurrente, version simplifiée. Testez-la réellement avant de conclure. Cette approche hebdomadaire du remplacement progressif est infiniment plus tenable que de décider un jour de tout basculer vers des produits moins chers. Elle vous permet d'évaluer chaque substitution sur votre expérience réelle plutôt que sur une théorie et d'identifier précisément les catégories où la différence de qualité est imperceptible de celle où elle est réelle et importante pour vous. Dans de nombreuses catégories alimentaires, les tests comparatifs révèlent régulièrement que les produits de marques distributeurs sont fabriqués par les mêmes industriels que les marques nationales, avec des recettes identiques ou très proches. La différence de prix, souvent de 20 à 40%, ne correspond alors à aucune différence de produit. Une substitution réussie par semaine représente 52 optimisations annuelles. Même si seulement la moitié d'entre elles sont maintenues, vous aurez restructuré une part significative de votre budget de consommation sans aucun sacrifice de qualité perçue. Hack 153. Désabonnez-vous de toutes les newsletters commerciales aujourd'hui? Passez une heure à vous désabonner de toutes les newsletters et communications commerciales de marques, enseignes et plateformes auxquelles vous êtes abonné. Utilisez le lien de désabonnement en bas de chaque email ou un service agrégateur de désabonnement si le volume est important. Les newsletters commerciales ne sont pas des services d'information.
Ce sont des outils de création de désirs que vous n'aviez pas avant de les recevoir. Leur objectif déclaré est de vous faire penser à des produits et des promotions au moment précis où vous n'y pensiez pas, de transformer l'absence d'envie en envie, puis en achat. Leur efficacité est documentée par les entreprises qui les utilisent. Les destinataires de newsletters commerciales dépensent statistiquement plus dans les enseignes correspondantes que ceux qui n'en reçoivent pas. Ce n'est pas parce qu'ils trouvent de meilleures affaires. C'est parce qu'ils sont exposés plus fréquemment à des stimulations d'achat. Se désabonner ne vous prive d'aucune information utile. Les vraies promotions sur les produits dont vous avez besoin se trouvent facilement quand vous en avez besoin, en cherchant activement. La différence est entre la sollicitation passive qui crée des désirs et la recherche active qui répond à des besoins existants. Hack 154. Vérifiez tous vos abonnements actifs maintenant et annulez ceux non utilisés depuis 30 jours. Ouvrez vos relevés bancaires des 2 derniers mois et identifiez chaque prélèvement récurrent. Pour chacun, posez-vous une question directe. L'ai-je utilisé au moins une fois dans les 30 derniers jours? Si la réponse est non, annulez aujourd'hui sans exception. Le modèle économique de l'abonnement repose sur l'inertie du consommateur. L'entrée est facilitée au maximum, souvent gratuite ou très peu coûteuse initialement. La sortie est délibérément rendue plus complexe. Interface d'annulation enfouie, confirmation par téléphone requise, période de préavis. Chaque obstacle supplémentaire à l'annulation et une semaine de facturation supplémentaire pour l'éditeur. Les abonnements non utilisés sont parmi les dépenses les plus pures au sens économique. Elles ne produisent aucune valeur pour vous et une valeur maximale pour le prestataire. Les annulés ne vous privent de rien puisque vous ne les utilisiez pas. Si certains abonnements sont difficiles à annuler, notez-les dans votre agenda comme tâche à accomplir cette semaine avec le numéro de téléphone ou la procédure nécessaire. L'inconfort de l'annulation est intentionnel et passager. Le prélèvement évité est récurrent et durable. Hack 155. Préparez vos repas à l'avance pour 3 jours au minimum. 1 ou 2 fois par semaine, consacrez 1 heure à préparer des repas pour les 3 jours suivants. Pas nécessairement des préparations complexes, des légumes découpés, des céréales cuites, des protéines prêtes à assembler, des soupes conservables. L'objectif est d'avoir des options réelles disponibles quand la faim ou la fatigue arrive. La commande de nourriture à domicile et les repas achetés à l'extérieur ne sont presque jamais des choix planifiés. Ils sont des réponses à l'absence d'alternatives disponibles au moment où la faim se manifeste, souvent couplée à la fatigue et au manque de temps. Ces conditions réunies produisent systématiquement les décisions alimentaires les plus coûteuses. Un réfrigérateur qui contient des options prêtes à consommer ou à assembler rapidement supprime la situation de vide alimentaire dans laquelle la commande impulsive semble être la seule solution. La décision n'est plus prise sous la contrainte de la faim mais dans le calme d'une préparation anticipée. Sur un budget alimentaire mensuel moyen, la réduction des commandes impulsives grâce à la préparation anticipée peut représenter une économie de plusieurs centaines d'euros sans aucune privation, simplement en changeant le moment où la décision est prise. Hack 156. Achetez en grande quantité les produits non périssables lors des promotions. Quand un produit non périssable que vous consommez régulièrement est en promotion significative, achetez une quantité supérieure à votre besoin immédiat. Produits d'entretien ménager, conserves, légumes secs, céréales, café, produits d'hygiène courante. Stockez-les de façon organisée pour un accès facile. Cette stratégie d'achat opportuniste retourne la logique habituelle. Au lieu d'acheter quand vous en avez besoin au prix courant, vous achetez quand le prix est bas, en quantité suffisante pour couvrir votre consommation jusqu'à la prochaine promotion. Vous payez toujours le prix bas, jamais le prix plein sur ces catégories. 2 précautions s'imposent. Vérifiez les dates de péremption pour vous assurer d'avoir le temps d'utiliser les quantités achetées. Et vérifiez que le prix promotionnel est réellement inférieur au prix habituel, ce qui n'est pas toujours le cas malgré les affichages promotionnels. Cette pratique demande un investissement initial légèrement plus élevé lors des achats promotionnels et un espace de stockage minimal. Son retour sur plusieurs mois et une réduction structurelle du coût de ces catégories de produits
sans aucun changement de vos habitudes de consommation. Hack 157. Comparez les prix dans 2 ou 3 enseignes avant tout achat important. Pour tout achat dépassant votre seuil de dépenses réfléchi, consultez au minimum 2 ou 3 sources de prix différentes avant de décider, enseignes physiques concurrentes, plateformes en ligne, comparateurs de prix. Notez les différences constatées. Les écarts de prix sur des produits identiques entre différents points de vente sont souvent bien supérieurs à ce que les consommateurs imaginent. Des études de consommation documentent régulièrement des différences de 15 à 25% sur des produits courants entre les enseignes les moins et les plus chères d'une même zone géographique. Pour les achats en ligne, des outils d'historique de prix permettent de voir si le prix actuel est au plus bas ou si une période plus favorable est prévisible. Certains produits ont des cycles de prix prévisibles liés aux promotions saisonnières ou au lancement de nouvelles versions. Le temps investi dans cette comparaison est disproportionnément faible par rapport à l'économie potentielle. Sur un achat de 500 €, une différence de 20% représente 100 € économisés pour 20 minutes de recherche. Ce ratio ne se retrouve dans presque aucune autre activité à votre disposition. Hack 158. Activez les services de cashback pour vos dépenses habituelles. Renseignez-vous sur les programmes de cashback disponibles dans votre pays et adaptés à vos habitudes de dépenses. Applications de remboursement sur les achats alimentaires, carte bancaire avec retour sur certaines catégories, extension de navigateur pour les achats en ligne. Activez ceux qui s'appliquent à des dépenses que vous feriez de toute façon. Le cashback est une forme de réduction a posteriori sur des achats que vous avez déjà décidé de faire. Contrairement aux promotions qui créent des désirs, le cashback sur des dépenses planifiées est un avantage pur, sans modification de votre comportement d'achat. La nuance importante est dans la condition, uniquement sur des dépenses que vous feriez de toute façon, dans des lieux où vous allez déjà régulièrement. Modifier ces trajets, changer d'enseigne habituelle ou acheter plus que prévu pour maximiser le cashback supprime l'avantage net et peut même générer un coût supplémentaire. Un cashback moyen de 1 à 2% sur des dépenses courantes de 1 000 € mensuels représente 100 à 200 € par an récupérés sans effort. Sur plusieurs années et plusieurs catégories de dépenses, ces montants s'accumulent de façon significative. Hack 159. Ne faites jamais vos courses quand vous avez faim. Établissez une règle simple et non négociable. Vous ne faites pas vos courses alimentaires, physiques ou en ligne, dans les 2 heures précédant un repas ou quand vous ressentez de la faim. Mangez d'abord, faites vos courses ensuite. L'effet de la faim sur les décisions d'achat alimentaire est l'un des phénomènes les mieux documentés en psychologie de la consommation. Quand vous avez faim, votre cerveau est en mode acquisition, tout ce qui est comestible semble désirable et nécessaire. Votre liste de courses devient une suggestion que vous dépassez largement et des produits que vous n'achèteriez pas à satiété atterrissent dans votre panier. Des expériences en conditions réelles ont mesuré des dépenses moyennes supérieures de 20 à 40% pour les courses effectuées avant un repas par rapport aux mêmes courses effectuées après. Cette différence se manifeste non seulement dans les quantités achetées mais dans les catégories choisies, davantage de snacks, de plats préparés et de produits à consommation immédiate. Cette règle est l'une des plus simples et des plus efficaces de ce livre. Elle ne demande aucune compétence, aucun investissement, aucun effort particulier. Elle demande simplement de manger avant de faire ses courses. Hack 160. Réservez vos achats importants au début du mois quand vous êtes encore en contact avec votre budget. Adoptez ce principe d'organisation temporelle. Les achats non urgents mais significatifs se font dans la première semaine du mois, quand votre budget vient d'être établi et que vous avez une vision claire de l'ensemble de vos ressources et engagements du mois. En milieu et fin de mois, la perception de vos ressources disponibles est souvent déformée par la fatigue décisionnelle accumulée et par une vision partielle de ce qu'il reste à payer. On a tendance à sous-estimer les engagements restants et à surestimer la marge disponible, ce qui génère des décisions d'achat que le début de mois suivant rend regrettable. En début de mois, votre budget est frais, clair, et votre capacité à évaluer l'impact d'une dépense sur l'ensemble du mois est maximale.
Vous voyez exactement combien vous pouvez vous permettre de dépenser sur cette catégorie tout en honorant vos autres engagements. Cette règle temporelle ne vous interdit pas d'acheter en cours de mois. Elle vous suggère de différer les achats importants non urgents jusqu'au début du mois suivant si vous ne les faites pas dans la première semaine en cours. La semaine d'attente supplémentaire est souvent suffisante pour confirmer si l'achat est vraiment souhaité. Hack 161. Vérifiez vos tarifs téléphoniques, Internet et assurance et demandez mieux. Appelez cette semaine vos opérateurs téléphoniques, votre fournisseur d'accès Internet et votre assureur principal pour leur demander explicitement si une offre plus avantageuse est disponible. Préparez quelques comparaisons concurrentes avant l'appel pour renforcer votre position. Ces prestataires ne renégocient pas spontanément vos conditions à votre avantage. Ils ont des offres d'entrée attractives pour les nouveaux clients et maintiennent les anciens clients sur des tarifs qui ne correspondent plus aux meilleures conditions disponibles tant que ces clients ne demandent pas d'ajustement. La simple démarche d'appeler et de mentionner que vous avez regardé les offres concurrentes déclenche souvent une proposition commerciale qui n'existait pas sans cette démarche. Les services de rétention de ces opérateurs ont précisément pour mission d'éviter les résiliations par des propositions tarifaires améliorées. Sur l'ensemble de ces contrats récurrents, une révision annuelle peut représenter plusieurs centaines d'euros d'économies. Ces économies sont récurrentes. Chaque mois suivant la renégociation, vous payez moins pour le même service, sans aucun effort supplémentaire jusqu'à la prochaine révision annuelle. Hack 162. Avant d'acheter, demandez-vous s'il existe une façon d'obtenir le même résultat sans cet achat. Avant tout achat d'un objet ou d'un service, posez-vous cette question. Est-ce que je peux obtenir le résultat que je recherche sans effectuer cet achat spécifique? Emprunter à un proche, utiliser quelque chose que j'ai déjà différemment, accéder à ce service gratuitement, m'en passer temporairement. Cette question n'est pas une invitation à la privation. C'est une invitation à la créativité avant la dépense. Dans une proportion significative de cas, la réponse révèle qu'une alternative existe et que vous n'y aviez simplement pas pensé parce que l'achat était la solution la plus visible et la moins contraignante. Un livre disponible à la bibliothèque municipale ou en version numérique gratuite. Un outil nécessaire une seule fois est disponible chez un voisin. Un logiciel dont une version gratuite couvre vos besoins réels. Un vêtement disponible dans une friperie de qualité. Ces alternatives ne se présentent pas spontanément dans un contexte d'achat, mais elles existent et méritent 2 minutes de réflexion. Avec la pratique, cette question devient un réflexe rapide qui précède naturellement chaque achat envisagé. Elle ne bloque pas les achats justifiés. Elle évite simplement ceux dont l'alternative gratuite ou moins coûteuse était évidente une fois la question posée. Hack 163. Dressez votre liste personnelle des objets qu'il vaut mieux louer qu'acheter. Identifiez les catégories d'objets pour lesquels la location est financièrement plus avantageuse que l'achat dans votre situation. Outils utilisés ponctuellement, équipements de sport pour des activités saisonnières, vêtements de cérémonie portés 1 ou 2 fois, matériel de bricolage pour un projet unique, voitures pour des déplacements occasionnels. Le calcul est simple. Si vous utilisez un objet moins de quelques fois par an, le coût de la location cumulée est presque toujours inférieur au coût d'achat, d'autant plus que l'achat implique aussi le stockage, l'entretien et la dépréciation. Une perceuse utilisée 2 fois par an coûte moins en location qu'à l'achat sur toute période raisonnable. Un costume de cérémonie loué pour un mariage coûte moins que l'achat d'un costume porté 1 fois. Une voiture louée pour un week-end de camping coûte moins qu'un véhicule possédé pour ses seuls week-ends. Construire cette liste personnelle demande 1 heure de réflexion sur vos habitudes réelles d'utilisation des différentes catégories d'objets. Cette heure peut vous éviter plusieurs achats inutiles par an et l'accumulation d'objets qui encombrent votre espace et votre budget. Hack 164. Achetez vos vêtements et chaussures en fin de saison pour la saison suivante. Profitez des soldes de fin de saison pour acheter les vêtements et chaussures dont vous aurez besoin l'année suivante à la même saison. Un manteau acheté en mars pour l'hiver prochain coûte 2 à 3 fois moins cher que le même manteau acheté en octobre. Cette stratégie d'achat à contre-saison demande une anticipation que la plupart des gens n'exercent pas naturellement
parce que le besoin immédiat guide instinctivement le moment d'achat. Acheter en mars un manteau dont on n'aura pas besoin avant novembre demande de penser à sa vie future plutôt qu'à ses besoins présents. Les réductions en fin de saison sont réelles et substantielles. Les enseignes doivent écouler leur stock avant les nouvelles collections et peuvent descendre à 50, 60, voire 70% du prix initial sur des articles de qualité. Ces mêmes articles, au même prix en début de saison suivante, seront présentés comme des nouveautés à plein tarif. Tenez un registre simple de ce dont vous aurez besoin la saison prochaine. Quand les soldes arrivent, vous achetez ce que vous avez prévu plutôt que ce que vous voyez, avec un résultat financier radicalement différent. Hack 165. N'achetez pas de produits frais en grande quantité en croyant économiser. Résistez à l'achat de grandes quantités de produits frais ou périssables en promotion quand vous savez que vous ne pourrez pas les consommer avant leur date limite. La fausse économie de la promotion sur des produits qui finissent à la poubelle est l'une des formes les plus courantes de gaspillage financier. Le cerveau humain est particulièrement mauvais pour évaluer sa consommation future de produits frais. On surestime systématiquement ce qu'on mangera et on sous-estime la vitesse à laquelle les produits se périment. Résultat, les promotions sur les produits frais génèrent souvent davantage de déchets que d'économies. En France, le gaspillage alimentaire représente une perte financière non négligeable pour la plupart des foyers et il est presque toujours directement lié à des achats sans inventaire préalable. La vraie économie sur les produits frais ne vient pas des grandes quantités mais de la planification précise. Achetez ce dont vous avez besoin pour les repas prévus, ni plus ni moins. Cette précision réduit à la fois les dépenses et le gaspillage, sans aucun sacrifice de qualité ou de variété alimentaire. Hack 166. Choisissez la qualité sur la durabilité pour les objets à usage intensif et prolongé. Identifiez les catégories d'objets que vous utilisez quotidiennement ou très fréquemment et que vous conservez plusieurs années. Chaussures de travail ou de marche régulière, matelas, chaises de bureau si vous travaillez assis, couteau de cuisine principal, vêtements portés très fréquemment. Dans ces catégories, investissez dans la qualité. L'argument financier en faveur de la qualité dans ces catégories est arithmétique. Un matelas de qualité à 1 000 € conservé 10 ans coûte 100 € par an. Un matelas bas de gamme à 200 €, changé tous les 2 ou 3 ans, coûte entre 65 et 100 € par an, souvent plus cher en coût total pour un confort et une durabilité inférieure. Ce calcul s'applique à toute catégorie d'objets à usage intensif sur longue durée. L'investissement initial est plus élevé, mais la rentabilité sur la durée est généralement meilleure, sans compter l'avantage de qualité qui accompagne l'utilisation quotidienne. La difficulté psychologique de cet arbitrage est réelle. Payer davantage maintenant pour économiser sur le long terme va à l'encontre de la préférence naturelle du cerveau pour la récompense immédiate. Mais calculer le coût annuel plutôt que le coût d'achat rend cet arbitrage nettement plus intuitif. Hack 167. Calculer le coût de possession total, pas seulement le prix d'achat. Avant tout achat d'un bien durable, calculez le coût total de possession sur votre horizon d'utilisation estimé. Prix d'achat, entretien récurrent, consommable, énergie, assurance éventuelle, valeur de revente probable. Divisé par la durée d'utilisation pour obtenir un coût annuel comparable entre options. Ce calcul révèle souvent des hiérarchies d'options radicalement différentes de celles que le seul prix d'achat suggère. Une imprimante à 50 € peut coûter 300 € par an en cartouche. Une voiture moins chère à l'achat peut coûter davantage en carburant et en entretien. Un appareil électroménager économique en électricité peut valoir sa surcote initiale en quelques années d'économie sur la facture énergétique. Ce cadre de calcul est particulièrement utile pour les décisions d'achat importantes où plusieurs options sont disponibles à des prix différents. Il transforme une comparaison de prix ponctuel en une comparaison de coûts sur la durée réelle d'utilisation qui est la seule comparaison économiquement pertinente. Développer le réflexe de ce calcul prend quelques semaines de pratique. Une fois installé, il change durablement la façon dont vous évaluez la valeur d'un achat et améliore la qualité de vos décisions de consommation sur le long terme. Hack 168.
Cherchez un code promotionnel avant toute commande en ligne. Avant de finaliser toute commande en ligne, prenez 2 minutes pour chercher un code promotionnel applicable. Tapez le nom de l'enseigne suivi de promo, code réduction ou coupon dans un moteur de recherche ou visitez un site agrégateur de codes promotionnels. Cette habitude de 2 minutes génère des résultats dans une proportion de cas surprenante. Les grandes enseignes en ligne maintiennent presque en permanence des codes destinés à des segments spécifiques de clientèle, des partenariats éditoriaux ou des campagnes d'acquisition. Ces codes sont publics et accessibles à tous, mais ils ne sont jamais mis en avant sur les sites marchands eux-mêmes. Les réductions obtenues varient de quelques pourcents à des montants significatifs selon les enseignes et les périodes. Une réduction de 10% sur une commande de 200 € représente 20 € économisés pour 2 minutes de recherche. Sur l'ensemble de vos achats en ligne annuels, ces économies cumulées peuvent être substantielles. Si aucun code n'est disponible, vous n'avez rien perdu. Si un code existe et fonctionne, vous avez économisé quelques euros ou quelques dizaines d'euros sans aucun effort significatif. Le ratio est toujours favorable. Hack 169. Refusez de payer pour la précipitation quand elle n'est pas vraiment nécessaire. Avant d'accepter tout supplément lié à l'urgence, posez-vous honnêtement la question. Est-ce que j'ai réellement besoin de cela maintenant ou est-ce que je paie pour mon impatience? Livraison express, billets de train de dernière minute, réparation en urgence, réservation sans délai. Chacun de ces choix a un coût souvent disproportionné. Les tarifs d'urgence sont conçus pour capturer la valeur que la précipitation vous fait attribuer à une chose. Plus vous en avez besoin maintenant, plus vous êtes prêt à payer. Les prestataires de services ont parfaitement compris ce mécanisme et tarifient leurs offres en conséquence. Un billet de train réservé à la dernière minute peut coûter 3 à 5 fois plus cher qu'un billet réservé 2 semaines à l'avance. Une livraison en 24 heures coûte souvent 2 à 4 fois le prix de la livraison standard en 3 à 5 jours. Une réparation demandée en urgence inclut presque toujours une majoration significative. Planifier suffisamment à l'avance pour éviter ces majorations est l'une des formes d'économie les plus directes et les moins contraignantes disponibles. Elle ne demande pas de réduire votre consommation, seulement de l'anticiper. Hack 170. Comparez les options de partage pour vos abonnements de streaming. Vérifiez les conditions d'abonnement partagé ou familial pour chacun de vos services de streaming actuels et calculez ce que vous paierez un abonnement partagé entre 2, 3 ou 4 utilisateurs par rapport à des abonnements individuels séparés. Les abonnements familiaux ou multi-écrans proposés par la plupart des plateformes de contenu permettent à plusieurs foyers ou utilisateurs de partager les coûts légalement dans les limites définies par chaque service. Le coût par personne est souvent la moitié ou le tiers de l'abonnement individuel pour un accès comparable. Si vous avez des proches susceptibles de partager l'abonnement et les coûts, une conversation simple peut générer une économie immédiate et récurrente pour chacun des participants. Cette organisation ne demande qu'un accord initial sur la gestion du paiement et du remboursement. Évaluez également si vous avez besoin de tous vos abonnements de streaming simultanément ou si une rotation entre services, quelques mois sur l'un puis quelques mois sur l'autre, serait suffisante pour couvrir vos besoins de contenu à moindre coût mensuel. Hack 171. Instaurez un jour sans dépenses par semaine. Choisissez un jour fixe par semaine pendant lequel vous n'effectuez aucun achat non indispensable. Les charges fixes et prélèvements automatiques continuent normalement. Tout achat actif est volontaire et différé au lendemain. Ce jour hebdomadaire sans dépenses n'est pas une pratique ascétique. C'est un exercice délibéré de rupture avec l'automatisme de la consommation quotidienne. Il révèle combien de vos achats habituels sont des réflexes plutôt que des décisions et combien résistent facilement à un délai d'une journée. Sur le plan pratique, un jour sans dépenses par semaine représente une économie directe sur les petits achats courants, café, déjeuner acheté, courses impulsives, téléchargement. Ces montants semblent négligeables isolément, mais leur accumulation hebdomadaire sur un an est mesurable. Sur le plan comportemental, l'effet est plus profond. Il développe une conscience de la fréquence réelle de vos actes d'achat et de leur automaticité.
Après quelques semaines de pratique, même les jours sans contrainte explicite, vous remarquerez davantage les situations où vous êtes sur le point d'acheter par habitude plutôt que par besoin ou désir réel. Hack 172. Explorez le marché de l'occasion pour les achats importants avant d'acheter du neuf. Avant tout achat significatif d'un bien durable, consacrez 30 minutes à chercher l'équivalent en occasion sur les plateformes de revente disponibles. Évaluez la qualité, l'état et le prix, et comparez au neuf en tenant compte de la différence de prix et de durée de vie restante estimée. Le marché de l'occasion a considérablement évolué ces dernières années. Les plateformes spécialisées proposent des garanties d'acheteurs, des systèmes d'évaluation des vendeurs et parfois des garanties sur les produits reconditionnés qui réduisent significativement le risque associé à l'achat d'occasion. Dans de nombreuses catégories, l'état comme neuf est fréquent et la réduction de prix substantielle, 30 à 50% sur l'électronique reconditionnée, 40 à 60% sur les meubles, 50 à 70% sur les livres, 30 à 40% sur les vêtements de qualité. Ces réductions correspondent à de vraies économies sur des objets dont la valeur d'usage est comparable au neuf. L'habitude de regarder l'occasion en premier ne vous oblige pas à acheter d'occasion. Elle vous informe de ce qui est disponible et vous permet de décider en connaissance de cause si la différence de prix justifie l'achat neuf ou non. Hack 173. Choisissez les médicaments génériques et les produits sans marque là où la marque n'ajoute pas de valeur. Demandez systématiquement à votre pharmacien la version générique de tout médicament prescrit et identifiez dans vos achats courants les catégories où la marque ne représente aucune valeur ajoutée perceptible pour vous. Les médicaments génériques contiennent exactement le même principe actif en même dosage que leurs équivalents de marque. Leur efficacité est identique, leur sécurité est contrôlée par les mêmes autorités réglementaires et leur prix est souvent de 30 à 60% inférieur. Le choix du générique n'est pas une économie de second rang. C'est le choix rationnel pour un médicament à efficacité garantie équivalente. Le même raisonnement s'applique à de nombreuses catégories de produits courants où la marque paie surtout la communication et le packaging, sel, sucre, farine, produits d'entretien basiques, certaines catégories de papeterie et de fournitures. Dans ces catégories, la différence de composition entre la marque et le produit sans marque est souvent nulle. Identifiez vos propres catégories d'indifférence à la marque et un travail personnel basé sur votre expérience réelle. Testez, évaluez et maintenez vos préférences là où elles sont fondées sur une différence perceptible. Abandonnez-les là où elles ne sont que de l'habitude. Hack 174. Attendez une semaine et lisez les avis avant tout achat important. Instaurez une règle pour tout achat dépassant votre seuil de dépenses réfléchi. 7 jours d'attente minimum pendant lesquels vous lisez des avis détaillés, des comparatifs et des retours d'expérience d'utilisateurs réels avant de finaliser votre décision. Cette semaine de délai remplit 2 fonctions simultanées. Elle filtre les achats impulsifs. Un désir qui ne résiste pas à 7 jours d'existence n'était probablement pas un besoin. Elle améliore la qualité des achats qui subsistent. Une semaine de recherche sur les avis révèle souvent des problèmes récurrents, des alternatives meilleures ou des conditions d'achat plus favorables. Les avis d'utilisateurs, malgré leurs limites, contiennent des informations que les descriptions commerciales n'incluent jamais. Les défauts récurrents, la durabilité réelle après plusieurs mois d'usage, les situations dans lesquelles le produit déçoit. Ces informations modifient la décision d'achat dans une proportion significative des cas pour ceux qui prennent le temps de les lire. Pour les achats importants, cette semaine de recherche est un investissement dont le retour peut se mesurer en années d'usage d'un produit bien choisi plutôt qu'en quelques mois de déception avec un produit mal évalué. Hack 175. Calculez le coût annuel de vos habitudes de consommation quotidiennes. Identifiez 2 ou 3 habitudes de consommation répétées chaque jour ou presque. Café acheté à l'extérieur, trajet en taxi ou VTC, repas préparés achetés plutôt que cuisinés. Pour chacune, calculez le coût annuel en multipliant le coût unitaire par le nombre de fois où vous la pratiquez dans l'année. Ce calcul de l'annualisation produit des chiffres que la perception quotidienne masque complètement.
Un café à 2,50 € acheté 230 fois dans l'année représente 575 €. Deux trajets en VTC par semaine à 15 € représentent 1 560 € annuels. Ces montants, présentés en coût annuel, changent radicalement la façon dont on perçoit leur importance dans le budget. L'objectif n'est pas de supprimer ces habitudes. Certaines ont une valeur réelle de décompression, de confort ou de praticité qui justifie leur coût. L'objectif est de les regarder avec leur vrai poids annuel et de décider consciemment si elles méritent ce qu'elles coûtent. Certaines résisteront à ce regard et vous déciderez qu'elles valent leur prix. D'autres révéleront qu'elles s'étaient installées par automatisme et que leur suppression ou réduction partielle serait parfaitement acceptable. Hack 176. Utilisez les programmes de fidélité uniquement dans vos enseignes habituelles. Participez au programme de fidélité des enseignes où vous faites déjà régulièrement vos achats sans modifier vos habitudes pour maximiser des points. Si une enseigne vous propose un programme de fidélité intéressant mais que vous n'y allez pas naturellement, ignorez-le. La distinction fondamentale est entre un programme de fidélité qui vous récompense pour ce que vous feriez de toute façon, avantage net réel, et un programme qui modifie votre comportement pour l'orienter vers des dépenses supplémentaires ou des enseignes moins bien adaptées à vos besoins réels. Dans ce cas, le programme vous coûte plus qu'il ne vous rapporte. Les points de fidélité ont souvent des valeurs effectives inférieures à leur valeur nominale apparente, des conditions d'utilisation restrictives, des dates d'expiration et des catégories d'utilisation limitées. Calculer la valeur réelle récupérée versus les achats générés donne souvent un tableau moins favorable que celui présenté à l'inscription. Un bon programme de fidélité sur vos achats naturels est un avantage passif qui ne demande rien. Un programme qui change où vous allez ou combien vous dépensez mérite une évaluation critique de son bénéfice net réel. Hack 177. Négocier une remise pour paiement comptant ou pour volume d'achat. Lors de vos prochains achats chez des artisans, prestataires indépendants, commerçants de proximité ou pour tout service de montant significatif, demandez explicitement si un prix réduit est possible pour un paiement immédiat en liquide ou pour un engagement sur un volume d'achat. Cette pratique est beaucoup plus répandue et acceptée qu'on ne le pense dans les contextes francophones. Un artisan qui évite les frais de transaction bancaire sur un paiement en liquide peut facilement offrir 5 à 10% de réduction. Un prestataire qui sécurise plusieurs commandes d'un coup peut baisser son tarif unitaire. Ces possibilités existent mais ne sont jamais proposées spontanément, elles doivent être demandées. La démarche est simple et ne coûte rien en cas de refus. Une formulation naturelle et sans gêne suffit. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose sur le prix si je règle en espèces aujourd'hui? Ou quel serait votre tarif si je vous commandais 3 interventions d'un coup? Sur une année de pratique régulière de cette demande, les réductions obtenues s'accumulent en centaines d'euros récupérés sans modifier en quoi que ce soit la qualité des services ou produits achetés. Hack 178. Refuser les extensions de garantie sur les appareils peu coûteux. Décliner systématiquement les offres d'extension de garantie proposées au moment de l'achat d'appareils électroniques ou électroménagers dont le prix est inférieur à quelques centaines d'euros. La probabilité mathématique d'utiliser cette garantie est inférieure à son coût dans la grande majorité des cas. Les extensions de garantie sont des produits à forte marge pour les vendeurs, précisément parce que leur coût est calculé au-dessus de la probabilité statistique réelle de panne pendant la période couverte. Si les extensions de garantie étaient statistiquement avantageuses pour les acheteurs, les distributeurs ne les proposeraient pas avec autant d'insistance. Pour les appareils peu coûteux, la logique est encore plus défavorable. Si l'appareil tombe en panne après la garantie légale, son remplacement pur et simple coûte souvent moins cher que le cumul des primes d'extension de garantie payées. La garantie légale de 2 ans en Europe offre déjà une protection substantielle contre les défauts de fabrication. Pour les appareils coûteux et complexes, une évaluation au cas par cas peut être justifiée. Pour tout ce qui coûte moins de quelques centaines d'euros, le risque est généralement plus rationnel à auto-assumer. Hack 179. Comparez le prix à l'unité, pas le prix de l'emballage.
Prenez l'habitude de comparer systématiquement les prix à l'unité ou au kilogramme plutôt que les prix affichés par emballage. En France, cette information est obligatoirement affichée en rayon pour les produits alimentaires. Utilisez-la. La grande emballage n'est pas toujours moins chère au prorata. Cette idée reçue est exploitée par les enseignes qui savent que la plupart des consommateurs comparent les prix affichés par emballage sans vérifier le prix unitaire. Résultat, des promotions sur les grands formats qui sont parfois plus chers à la quantité que les formats d'un standard. L'information du prix au kilogramme ou au litre affichée sur les étiquettes de rayon permet une comparaison juste entre toutes les options disponibles dans une catégorie, indépendamment des formats d'emballage. C'est la seule base de comparaison honnête pour évaluer le prix réel d'un produit alimentaire. Prendre cette habitude modifie progressivement vos choix en rayon, souvent de façon surprenante. Certains produits que vous pensiez économiques se révèlent coûteux au prorata. D'autres que vous ignoriez offrent le meilleur rapport qualité-prix de leur catégorie. Hack 180. Créez une liste d'envies pour tout achat non planifié et revenez-y dans un mois. Créez une note dédiée dans votre téléphone ou sur papier intitulée « Envie » ou « À acheter peut-être ». Chaque fois qu'une envie d'achat non planifiée survient, notez-y l'article, le prix approximatif et la date. Revenez à cette liste un mois plus tard et évaluez ce que vous souhaitez encore vraiment acheter. Ce système de liste d'attente transforme l'impulsion d'achat en intention différée. L'envie est reconnue et enregistrée, ce qui satisfait partiellement le besoin cognitif de la saisir sans déclencher l'achat immédiat. Le mois d'attente fait le travail de filtrage naturellement. Les envies fortes et persistantes survivent, les impulsions passagères disparaissent. En pratique, entre 50 et 70% des articles notés en impulsion ne sont plus souhaités un mois plus tard. Cette proportion représente exactement les achats impulsifs que ce système vous aura évités, avec leurs coûts cumulés. Pour les articles qui restent sur la liste après un mois et que vous décidez d'acheter, vous le faites avec une conviction doublement vérifiée et une décision consciente. Ce n'est plus une impulsion. C'est un choix éclairé par le temps et la réflexion. Hack 181. Ne lésinez jamais sur ce qui affecte directement votre santé et votre productivité. Identifiez les catégories de dépenses dont la réduction affecterait directement votre santé, votre sommeil, votre énergie ou votre capacité à travailler efficacement et excluez-les de vos efforts d'économie. Alimentation de qualité suffisante, soins médicaux nécessaires, équipement de sommeil correct, traitement d'une condition de santé. Ces catégories ne sont pas des luxes. Ce sont des investissements dont le retour se mesure en productivité maintenue, en jours de maladie évités, en capacité décisionnelle préservée et en qualité de vie quotidienne. Une économie réalisée sur ces postes génère presque toujours des coûts supérieurs ailleurs, souvent de façon moins visible et moins immédiate. Une alimentation insuffisante en qualité ou en quantité dégrade la concentration et l'énergie, réduisant votre productivité professionnelle et personnelle. Un problème de santé non traité par économie s'aggrave et coûte finalement davantage à traiter. Un manque de sommeil chronique affecte toutes les dimensions de votre vie. Les économies durables et sans conséquence se trouvent dans les catégories de consommation qui n'affectent pas ces fonctions essentielles. Commencez par y chercher vos marges avant de toucher à ce qui maintient votre fonctionnement de base. Hack 182. Calculez la vraie économie d'un abonnement annuel avant de le payer. Avant de souscrire à tout abonnement annuel pour bénéficier d'un tarif réduit par rapport au mensuel, faites ce calcul. Combien de mois avez-vous réellement utilisé les abonnements similaires dans le passé avant de les abandonner ou de les suspendre? Si la réponse est inférieure à 10 ou 11 mois, l'abonnement mensuel peut être moins cher au total. L'abonnement annuel est économiquement avantageux seulement si vous l'utilisez réellement pendant toute sa durée. Il représente un engagement financier immédiat complet pour une valeur étalée dans le temps. Si vous cessez d'utiliser le service après 6 mois, vous avez payé 2 fois le tarif équivalent mensuel pour la période d'utilisation réelle. Évaluez aussi la liquidité. L'argent payé en une fois pour un abonnement annuel n'est plus disponible pour d'autres usages pendant les 12 mois suivants. Pour des montants significatifs,
Cette immobilisation peut avoir un coût d'opportunité réel. Si votre historique d'utilisation est régulier et que vous êtes certain d'utiliser le service pendant au moins 10 des 12 mois, l'abonnement annuel est rationnel. Dans le doute, commencez par quelques mois mensuels avant de vous engager annuellement. Hack 183. Vendez les objets que vous n'utilisez plus au lieu de les stocker. Faites l'inventaire des objets que vous n'avez pas utilisés depuis plus de 6 mois et qui ont une valeur marchande. Vêtements en bon état, appareils électroniques, livres, équipements sportifs, meubles, objets de décoration. Publiez une annonce sur les plateformes de revente disponibles dans votre pays. Ces objets stockés représentent deux coûts simultanés: de l'argent immobilisé dans une valeur non réalisée et de l'espace occupé dont l'encombrement a un coût psychologique réel. Les vendre convertit une valeur dormante en argent disponible et libère un espace qui améliore votre environnement quotidien. La barrière principale à cette démarche est l'effort perçu de la mise en vente. Photographier, décrire, gérer les contacts, organiser les remises. Cet effort est réel mais surestimé. Une annonce bien rédigée prend 15 à 20 minutes. Pour un objet à 100 €, c'est un taux horaire exceptionnel. Développez l'habitude de penser vente plutôt que rangement quand vous décidez de ne plus utiliser quelque chose. Cette réorientation automatique de la décision génère des revenus complémentaires réguliers et maintient votre espace de vie et mental dans un état de légèreté que les objets accumulés ne permettent pas. Hack 184. Suivez l'évolution du prix de vos grands achats prévus pendant plusieurs semaines. Pour tout achat important planifié, commencez à suivre le prix de l'article ou du service retenu pendant 3 à 6 semaines avant de l'acheter. Utilisez les alertes de prix disponibles sur certaines plateformes ou vérifiez manuellement à intervalles réguliers. Les prix des produits de consommation, particulièrement en ligne, ne sont pas stables. Ils varient selon les jours, les saisons, les niveaux de stock, les promotions commerciales et les événements du calendrier retail. Un produit surveillé pendant quelques semaines révèle souvent son cycle de prix naturel et les périodes où il est disponible à son niveau le plus bas. Des plateformes spécialisées permettent de visualiser l'historique des prix d'un article sur plusieurs mois, révélant si le prix actuel est au plus haut, au plus bas ou dans une zone intermédiaire. Cette information change la décision de timing d'achat de façon significative. Acheter au bon moment un article de 500 € peut représenter une économie de 50 à 100 € par rapport à un achat non optimisé en timing. Sur l'ensemble des achats importants d'une année, ces optimisations s'accumulent en une somme significative pour un effort de vigilance minimal. Hack 185. Identifiez 3 dépenses auxquelles vous renoncerez ce mois-ci sans perte de qualité de vie. Choisissez maintenant 3 dépenses que vous vous engagez à ne pas effectuer ce mois-ci, non pas parce qu'elles seraient mauvaises ou illégitimes, mais pour vérifier par l'expérience directe si leur absence affecte réellement votre quotidien. Choisissez des dépenses dont vous suspectez que l'utilité réelle est inférieure à leur coût, non des dépenses qui vous tiennent vraiment à cœur. L'objectif est de tester, pas de vous imposer une privation. Un abonnement que vous utilisez peu, une habitude de consommation automatique, une catégorie de dépenses récurrentes dont la valeur vous semble floue. À la fin du mois, évaluez honnêtement. Avez-vous remarqué l'absence de ces 3 dépenses? Ont-elles manqué à votre qualité de vie de façon significative ou leur absence est-elle passée quasiment inaperçue? Cette évaluation empirique vous donne une information que nulle théorie budgétaire ne peut remplacer. Si elles n'ont pas manqué, vous avez identifié 3 postes de dépenses à faible valeur perçus que vous pouvez maintenir supprimés ou réduire durablement. Si certaines ont manqué, vous savez désormais qu'elles ont une valeur réelle pour vous et vous pouvez les réintégrer en pleine conscience plutôt que par automatisme. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce livre audio vous a plu, soutenez la vidéo avec un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines sorties.